Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce nouveau podcast M. Omar Bakou, économiste et spécialiste de la politique de change. Monsieur Bakou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Pour nous. Notre rencontre d'aujourd'hui a pour objectif d'échanger sur les réalisations économiques de l'année 2023 qui tire à sa fin. Pour contextualiser, nous sommes à quelques jours de la fin de l'année 2023, une année bien rythmée en événements, la poursuite du conflit russo-ukrainien, l'éclatement de la guerre en Palestine, la pression inflationniste, la sécheresse avec son corollaire, le déficit hydrique et la survenance du séisme qui a frappé au mois de septembre dernier la région d'El Haouz. Tous ces événements ont impacté d'une manière ou d'une autre l'activité économique du Maroc, à telle enseigne que l'on se demande comment les pouvoirs publics pourront honorer leurs engagements économiques et s'ils disposent d'assez de marge de manœuvre pour honorer ou jouer leur rôle d'État social comme ils le réclament à chaque fois. Il faut dire qu'on peut voir également la moitié pleine du verre. L'année 2023, le Maroc, elle peut être inscrite dans les annales de l'histoire du Maroc. C'est pour la première fois que le Maroc a eu le privilège d'organiser deux événements par les instances footballistiques, à savoir la CAN 2025 et la Coupe du Monde en 2030. Encore faut-il dire que l'organisation de ces deux événements est loin d'être une sinécure. Dans un contexte marqué par une hausse des coûts, des besoins sans cesse croissants pour répondre aux impératifs du séisme, mobiliser de nouvelles ressources financières est vraiment un défi de taille. Après ce bref panorama, M. Bakou, quel bilan pouvons-nous faire de l'année 2023, sachant que c'est une année où les agrégats macroéconomiques laissent à désirer? Si on se limite aux 4 objectifs du carré de Caldor, on parle d'une croissance qui va aussi autour de 2,5%, une inflation qui dépasse les 6%, un taux de chômage de 13,5% qui a progressé en 2 points en un an, et aussi un déficit commercial qui avoisine les 240 milliards de dirhams. Donc, quel bilan pouvez-vous nous faire et quelles sont les réalisations économiques, si on peut parler de réalisations, et aussi quelles sont les contraintes ou les défis à relever pour une économie qui aspire à intégrer le cercle des économies émergentes? Merci pour cette introduction. Moi, la lecture que je vais faire en tant que, c'est-à-dire modeste économiste, c'est de faire des comparatifs, c'est-à-dire de prendre un peu de hauteur par rapport aux chiffres. Donc, cette année, nous avons fait le 2,7 d'après le Wali de Banque El Maghrib. Vous avez signaler le chiffre de 2,4. De toute façon, le chiffre tournera autour de 2,5 ou quelque chose comme ça. Donc c'est un taux qui est nettement supérieur à celui réalisé l'année dernière, qui était de 1,2. Donc on a fait le double. Et ces deux taux, c'est-à-dire qu'on a fait mieux que l'année dernière, donc c'est en termes relatifs. Et je pense que généralement, si on fait le comparatif entre les taux réalisés durant le début de cette décennie, comparativement aux taux réalisés durant les 20 dernières années, on peut dire qu'on est en train de s'inscrire dans une tendance baissière en termes de rythme d'activité. Dans la mesure où, durant les années 2000 à 2009, le taux de croissance moyen était de 4,8. La décennie suivante, c'est-à-dire 2010-2019, le taux a baissé à 3,5. Puis, on commence une décennie, mis à part l'effet de base, c'est-à-dire 2021, qui a succédé à une année exceptionnelle parce qu'il y avait un effet de base. Donc ce taux est un peu biaisé. Donc on peut dire qu'on est en train de s'inscrire dans une tendance baissière en termes de rythme de croissance. Sachant que la croissance qu'on est en train de réaliser, ou les rythmes d'activité réalisés durant les années de 2011-12 jusqu'à aujourd'hui, constituent des croissances ou des niveaux de croissance artificiels, parce qu'ils sont financés par de la dette publique, car le volume de la dette publique globale a augmenté, à plus que doublé durant cette période. Donc on a injecté des fonds de l'étranger pour maintenir le rythme de l'activité économique, donc pour pouvoir réaliser ces niveaux de croissance.
la deuxième chose, c'est qu'il s'agit d'une croissance qui est moins créatrice d'emplois, non pas seulement au Maroc, mais également dans tous les pays du monde, parce que c'est une tendance. Il y a aujourd'hui c'est-à-dire les processus de production d'une manière générale ont changé, nouvelles technologies, etc. Tous les processus. Donc, ce qui fait que un point de PIB, et donc chaque fois qu'il y a un accroissement de l'activité économique. Excusez-moi, M. Bakou, l'emploi, il s'est détruit également et de manière massive dans le milieu rural, non seulement dans le milieu urbain auquel on peut attribuer les processus technologiques, mais également en milieu rural, notamment sous l'effet de la sécheresse. Exactement. Donc il y a cet élément-là. Donc aujourd'hui, les indicateurs économiques, il faut les nuancer. Donc on fait moins de croissance et cette croissance fait moins d'emplois. Et le troisième élément, un peu négatif, c'est que c'est un niveau de croissance un peu faible, mais qui s'est accompagné d'un niveau d'inflation qui est élevé. Et donc, une croissance faible avec une inflation élevée dans une configuration économique comme celle de l'économie marocaine s'accompagne d'une aggravation des inégalités sociales. Parce que le problème de l'inflation d'une manière générale, c'est son effet sur les inégalités sociales. Et ces inégalités sont plus graves, ils s'accentuent plus dans des économies comme celle marocaine, c'est-à-dire souvent l'une des caractéristiques du Maroc et de plusieurs pays qui ont le même niveau que le Maroc, c'est que nous avons les personnes qui sont déconnectées de la machine économique. Nous avons une forte proportion de personnes déconnectées de la machine économique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tirer profit ou indexer, c'est-à-dire d'accompagner l'augmentation des prix. Et donc, ils perdent suite à une poussée des prix. Et donc, ce qui fait que c'est soit les retraités, soit les personnes qui ne travaillent pas, soit les personnes qui travaillent dans les sous-métiers, soit les personnes qui sont dépendants totalement. Soit les jeunes. On a un tiers de jeunes limites qui n'intègrent ni les bancs de l'école, ni le travail. Exactement. Toutes les personnes qui ne sont pas connectées quelque part à la machine économique, ou toutes ces personnes-là donc, auront moins de possibilités ils verront donc leur situation économique se détériorer. Et donc, ceci aggrave, c'est-à-dire se traduit par une aggravation des inégalités sociales. Donc voilà, globalement, si on prend c'est-à-dire d'une manière globale, on fait une analyse des résultats économiques, mais il faut quand même nuancer ce qui vient d'être dit, ce que je viens de dire, par le fait que, globalement, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est-à-dire est également dû à des événements exceptionnels, parce que, comme vous le savez, il y a eu le choc depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui des cours des produits énergétiques, qui étaient avant des sources d'enrichissement pour l'État, c'est-à-dire que l'État mettait plusieurs taxes sur ces produits qui étaient pas chers pour alimenter le budget, alors qu'ils sont devenus un fardeau pour l'État. Le deuxième choc qui est également très important, celui de 2008-2009, la Covid, puis c'est-à-dire des sécheresses aiguës, celle de 2022, paraît-il, ils ont dit que c'est, d'après les éléments, les données pluviométriques, l'une des sécheresses les plus aiguës. Et puis un autre choc, malheureusement, qui n'est pas assez médiatisé, dont on ne parle pas beaucoup, c'est le choc de la Chine. Parce que la Chine, depuis qu'elle a intégré l'Organisation mondiale du commerce, donc c'est un véritable choc, parce qu'elle a produit une désindustrialisation, non pas seulement au Maroc, mais dans tous les pays du monde. Et au Maroc, on a souffert. C'est-à-dire que vous connaissez donc c'est-à-dire l'impact qu'elle a exercé à travers le dumping et le choc en matière des prix. Donc tous ces éléments, si on les prend en considération, donc
On va dire que normalement, au moins le Maroc arrive à tenir et arrive à dégager des niveaux d'activité quand même et maintenir une certaine progression de l'activité et Mais un comme rythme vous l'avez moyen. dit, Sebako, c'est une activité artificielle qui est financée en grande partie par l'endettement. Oui, mais quand même, s'endetter, c'est avoir une capacité de s'endetter. C'est-à-dire que si les pays étrangers ou les organisations internationales, le marché financier international acceptent de financer le Maroc, c'est qu'il sait que c'est un État crédible, capable de mettre en place des réformes, etc. Donc c'est quand même, c'est-à-dire quelque chose de positif. J'en conviens, c'est quelque chose de positif. Le Maroc, on peut dire que c'est un élève fidèle, c'est pour ça que les institutions internationales lui prêtent de l'argent, mais il faut dire qu'une grande partie de l'endettement, elle part dans le service de la dette. Finalement, on se trouve dans un cercle vicieux. Le Maroc s'endette pour une grande partie rembourser sa dette. Oui, maintenant, il est clair que les 3 dernières années, on est dans quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que le déficit budgétaire, donc on a aujourd'hui des déficits ordinaires, c'est-à-dire du compte ordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les recettes qu'on dégage ne suffisent plus à payer les fonctionnaires, à rembourser la dette. C'est-à-dire qu'une partie de l'endettement sert à rembourser la dette. Exactement. C'est-à-dire que la totalité du budget d'investissement est aujourd'hui financée à partir de l'endettement. Et lorsqu'on arrive à ce seuil-là, c'est un peu grave parce que aujourd'hui, c'est-à-dire que si les marchés arrêtent ou décident de ne plus financer le Maroc, donc c'est un peu, c'est-à-dire c'est le début d'une situation, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Maroc a eu recours, les autorités avaient l'intelligence depuis déjà 2012 de recourir à la LPL, donc de recourir au FMI pour lui accorder ces lignes qui sont finalement un mécanisme de garantie qui a permis au Maroc, ou qui a facilité le financement du Maroc sur le marché financier international pour bien sûr lui permettre de se financer normalement pour mettre en place les réformes d'une manière graduelle et sans pression. Mais parallèlement c'est-à-dire à la question de la dette, les réformes économiques et les changements un peu, je dirais, dans les capacités du Maroc, on peut les voir également au niveau de la balance des paiements. Parce que, mis à part le volet de l'endettement, on remarque que finalement, lorsqu'on regarde le compte courant de la balance des paiements d'une manière générale, on remarque qu'il y a quand même des capacités de résilience extrêmement importantes au niveau du Maroc. C'est-à-dire que le Maroc a développé des capacités de résilience. On le voit par exemple à travers une certaine c'est-à-dire résistance à la baisse des exportations. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple cette année, il y a eu une baisse de plus de 50%, une baisse importante des recettes des phosphates, mais qui ont été, c'est-à-dire plus que compensées par l'industrie automobile, l'industrie électronique, chimique, etc. Et également... Mais est-ce que ça se reflète sur la balance commerciale? Parce que nous avons l'impression que le déficit de la balance commerciale ne s'est pas beaucoup amélioré. Certes, il y a des légères baisses, mais il reste aussi important. Oui, le déficit de la balance commerciale globalement, c'est la balance des marchandises. Donc au Maroc, durant les 40 dernières années, donc depuis l'indépendance, il y a quand même c'est-à-dire une certaine rigidité. Jamais on a réalisé, par exemple, un taux de couverture de 70%. On est toujours, c'est-à-dire on oscille entre donc 50% à 60%. Mais quand même, c'est-à-dire qu'il y a des capacités de résistance. Parce que je vous donne un exemple. Par exemple, si vous prenez l'Égypte, moi j'avais jeté un coup d'œil sur le cas égyptien, le taux de couverture était durant plusieurs années de 28%. C'est-à-dire que le Maroc quand même arrive à
à maintenir une certaine cadence des exportations. On est aujourd'hui à 350 milliards, c'est-à-dire à peu près 35 milliards de dollars, alors que ça fait 20 ans, on exportait à peu près 10 milliards de dollars. Donc il y a quand même une progression des exportations. Surtout Le avec deuxième élément on peut dire positif, que les exportations, oui, donc les exportations ne baissent pas, c'est un élément extrêmement important. Le deuxième élément, c'est cette résistance à la baisse. C'est-à-dire que quel que soit c'est-à-dire la conjoncture économique internationale, donc il y a quand même c'est-à-dire un rythme qui est maintenu, ce qui est quelque chose d'extrêmement positif. Maintenant, la question de la balance commerciale, elle souffre particulièrement de l'énergie. Donc il y a la question énergétique donc, qui pèse sur, par exemple l'année dernière, c'était une augmentation des importations d'environ 40% due au prix des produits énergétiques. Mais il y a un élément positif au niveau de la balance commerciale que j'ai remarqué cette année, au-delà des aspects structurels qu'on vient de signaler, c'est-à-dire qu'on reste dans les 60%. Il y a l'élément en matière d'énergie, le fait que les quantités ont baissé. Parce que souvent, c'est-à-dire l'énergie, il y avait une rigidité à la baisse en matière de quantité. C'est-à-dire que finalement, les importations de produits énergétiques, elles dépendaient des prix. C'est-à-dire que le Maroc n'arrivait pas à faire baisser les quantités importées. Parce qu'il y avait une rigidité à la baisse. Parce qu'avant, il n'y avait pas la décompensation, donc les prix étaient finalement supportés par l'État. Aujourd'hui, c'est quelque chose de positif sur le plan économique, c'est que les augmentations des prix à la pompe, etc., donc des produits gasoil et l'essence, etc., ils ont ramené, théoriquement, d'après les chiffres qui ressortent de la balance commerciale, ils ont, c'est-à-dire eu comme conséquence une baisse des quantités importées, ce qui est quelque chose de très positif. Est-ce qu'on peut dire aussi, M. Bakou, que le mix énergétique, l'amélioration des énergies renouvelables dans le mix énergétique, elle commence à se faire ressentir sur l'économie marocaine et du coup, il y a des importations moins massives qu'auparavant? Très probablement, parce qu'auparavant, moi, je faisais ce genre d'analyse au niveau de la balance des paiements, donc je regardais particulièrement la question des quantités importées et ils ne baissaient pas. Et c'est la première année que j'ai remarqué ça. Je ne sais pas, est-ce qu'entre l'année dernière et cette année, il y a eu une évolution assez importante en matière de production des énergies, c'est-à-dire renouvelables et le soufre également. Mais très probablement, cet effet doit se faire ressentir. En principe, c'est l'objectif même. Et également, je pense que la question des prix, donc le mécanisme d'élasticité a commencé à jouer. Donc c'est des choses très positives en termes économiques qui permettent au Maroc quand même de mieux gérer les contraintes externes et les équilibres extérieurs. Ajoutez à cela le fait que nous avons un secteur des services, donc la balance des services qui est positive, en raison notamment des voyages, mais également de tout ce qui est offshoring, services informatiques, etc. Donc il y a une dynamique positive des services qui est également à saluer. Ajoutez à cela tout ce qui se passe au niveau des investissements directs étrangers, parce qu'il y a eu un bond extrêmement important. Moi, je suis les chiffres de la balance des paiements depuis un certain moment. Et donc, à un certain moment, on était à 3 milliards de dirhams par an en termes de rythme d'investissement moyen. On est monté à 1 milliard de dollars, puis à 2 milliards de dollars. Puis aujourd'hui, les chiffres, année, je crois, ils ont baissé. Ils ont baissé un peu, mais quand même, les montants fluctuent entre 2,5 milliards de dollars à 3 milliards de dollars, ce qui est quelque chose d'extrêmement positif. Donc voilà, donc, il n'y a pas que l'endettement qui favorise ce dynamisme économique au Maroc, mais il y a également une dynamique économique positive observée au niveau de certains secteurs économiques qui font qu'on produit plus, et puisqu'on produit plus, donc on arrive quand même c'est-à-dire à maintenir un rythme d'activité malgré la baisse constatée, par exemple, à cause de la sécheresse, au niveau de la valeur ajoutée agricole. Très bien. Donc, vous avez fait une sorte de radioscopie de l'économie marocaine. Il y a des faits qui sont positifs, mais il y a également
d'effets négatifs. Donc, en ce qui concerne l'effet négatif, pour améliorer la situation et améliorer le taux de croissance, nous disposons bien entendu de 3 leviers, que sont la politique monétaire, la politique budgétaire et la politique de change. On va commencer par la politique monétaire. Quelle appréciation faites-vous de la politique monétaire telle qu'elle a été menée par Banque el Maghrib au courant de ce cycle inflationniste? Nous savons très bien que Banque el Maghrib a procédé à 3 fois à la hausse du taux directeur de 150 points de base. Au cours des derniers conseils, il a été procédé au statu quo. Et aussi, quels commentaires faites-vous justement du dernier conseil qui a décidé un maintien du taux directeur à 3% dans une conjoncture que nous savons tous qui est marquée par une croissance atone? Oui, je pense que la politique monétaire menée par Banque el Maghrib, quelque part, est une politique logique. C'est-à-dire, moi, à chaque fois, quand je suis sollicité par les médias avant la tenue des conseils, du conseil de Banque el Maghrib, donc souvent les prévisions c'est-à-dire que je fais modestement, c'est elle qui... Une fois que j'ai raté un peu le truc, c'est-à-dire que globalement, c'est des décisions qui sont logiques parce que, bon, je ne sais pas comment, c'est-à-dire aujourd'hui, le maintien du taux directeur pour la deuxième fois, d'abord, c'est une tendance mondiale. La Fed l'a maintenu pour la troisième fois, la BCE pour la deux ou la troisième fois. Donc, c'est la tendance au niveau mondial. Deuxièmement, ils ne peuvent pas faire autrement, c'est-à-dire augmenter le taux aujourd'hui, sachant que les perspectives de croissance économique sont c'est-à-dire un peu négatives, parce qu'il y a le risque c'est-à-dire d'une sécheresse. Maintenant, on voit ce qui se passe au niveau de la pluviométrie, donc il y a des perspectives un peu négatives. Deuxièmement, sur les prix des produits énergétiques, il n'y a pas vraiment des signaux, des signes avant-coureurs d'une baisse importante. Et puis, au niveau de la conjoncture économique internationale, donc il n'y a pas c'est-à-dire toutes les prévisions effectuées par les organisations internationales c'est-à-dire vont dans le sens d'une année qui sera peut-être plus mauvaise que l'année dernière. Donc si on prend en considération ces 3 leviers ou ces 3 facteurs déterminants de la croissance économique au Maroc, qui sont la pluviométrie, les prix des produits énergétiques et puis la conjoncture économique internationale, donc ceci laisse présager que la conjoncture ou les prévisions de croissance sont un peu négatives. Donc le Banque el Maghrib ne peut pas encore prendre une décision qui risque encore d'aggraver la situation, c'est-à-dire de renchérir le coût du financement. Donc qui dit coût du financement, c'est à la fois le crédit des particuliers, donc à la consommation, au logement, aux entreprises, trésorerie des entreprises, et puis celui de l'État. Parce que qui dit situation économique mauvaise dit moins de ressources pour l'État et plus de dépenses pour l'État. Et donc l'État aura besoin, en dehors, en plus du financement extérieur, de recourir au marché intérieur, notamment pour financer le budget. Donc maintenant on parle de déficit même au niveau du budget ordinaire, en dépenses de recettes ordinaires. Donc si elle va dans ce sens, donc ça va encore aggraver la situation économique. Le deuxième élément qu'elle prend en considération, c'est celui des perspectives inflationnistes. Il y a déjà eu une baisse du taux d'inflation cette année, c'est-à-dire quand on voit les chiffres mensuels, etc. Donc, l'inflation moyenne, bien sûr. Moyenne, oui, mais les prévisions de Banque el Maghrib pour 2023, elles n'étaient pas de 6%. Il parlait de 2%. Oui. Là encore, pour les prévisions 2024, il parle et 2025, il parle de 2,4%. Justement, jusqu'à quel degré pouvons-nous croire ces prévisions, sachant qu'il y a toujours les tensions dans le Moyen-Orient qui persistent? À quel degré on peut croire ce que pronostique le gouvernement? Les pronostics sont des pronostics, c'est-à-dire les prévisions, même au niveau mondial, ils sont jamais... Il y a une étude qui a été faite par des économistes au niveau des prévisions faites par la Banque mondiale, je pense, ou le FMI, je pense la Banque mondiale. Donc ils ont trouvé sur l'année 2000-2014 que
que c'est-à-dire les prévisions étaient plus mauvaises qu'un processus aléatoire. C'est-à-dire qu'il y avait un décalage de 2,8% par rapport, c'est-à-dire toujours entre les prévisions et les réalisations, ce qui fait mais les prévisions, on les construit, on le sait, à partir d'hypothèses. Et les hypothèses dans un cadre économique international influencé par des éléments qui ne sont pas d'ordre économique, donc fait que... Mais les prévisions, peut-être, on les conçoit, on les construit à partir de ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a quand même des perspectives. Les prix ont commencé à baisser. Et les prix des produits énergétiques, il y a c'est-à-dire des prévisions ou beaucoup de facteurs qui plaident en faveur d'une baisse parce que il n'y aura pas une croissance économique et ils sont liés à la croissance, etc. Donc, à moins qu'il y ait de nouvelles tensions encore, si on voit ce qui se passe dans la mer Rouge. Oui, mais de toute façon, mis à part le côté c'est-à-dire le volet inflationniste, il y a l'élément relatif à la croissance qui maintenant prend plus d'ampleur par rapport à la question de l'inflation. Parce que la conception de la politique monétaire, c'est ce qu'on appelle une règle de Taylor. Règle de Taylor, c'est une formule, mais tous les pays l'appliquent, c'est-à-dire on prend en considération la croissance et l'inflation. Parce qu'il faut que la Banque centrale, c'est-à-dire il faut qu'elle prenne des mesures pour agir sur le taux d'inflation en réduisant la demande. Mais si la croissance et le rythme d'activité est mauvais, donc sa décision risque d'aggraver la situation. Donc elle essaie c'est comme un peu le processus de chimiothérapie des médicaments. Il faut qu'on donne le médicament au patient, mais il faut qu'il soit supportable par le patient. Parce que si vous lui donnez le médicament alors que là, on ne le supporte pas, c'est-à-dire on baisse les prix, c'est bien mais il ne faut pas encore déprimer l'activité parce qu'on aura des effets inverses. Donc c'est des doses un peu bien calculées aujourd'hui et donc ça prend en considération ces deux paramètres homéopathiques. Donc maintenant la croissance, donc il y a ces perspectives qui sont négatives, d'autant plus qu'il y a cette question de tendance mondiale, donc tout le monde aujourd'hui temporise. Donc la décision plaidait en faveur c'est-à-dire du maintien du taux actuel, sachant que la politique monétaire au Maroc, c'est-à-dire dans son contexte et sa manière de mise en œuvre, c'est-à-dire les éléments qui la déterminent, est totalement différente de la politique monétaire de la Fed, de celle de la Banque centrale européenne. Donc il faut prendre ces éléments en considération. Parce que c'est des économies totalement différentes. C'est des économies différentes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le niveau d'efficacité de la politique monétaire au Maroc n'est pas celui de la Fed. C'est totalement différent parce que moi je l'ai dit sur plusieurs interviews, j'ai dit que les décisions de Banque Maghreb n'auront aucun impact sur les prix. Parce que, c'est-à-dire... Est-ce que c'est le taux de transmission qui est lent? Est-ce que c'est dû à la nature de l'économie marocaine ou bien de notre système bancaire? C'est, à mon avis, dû plutôt à... C'est-à-dire, il y a deux éléments. Parce que c'est d'abord la nature de l'inflation. Parce que vous avez des prix, ou les prix de certains produits qui ont augmenté. Des prix alimentaires et de l'énergie, etc., qui ont donc agi sur les autres prix. Et de toute façon, les augmentations de prix sont concentrées sur quelques produits. Alors, pour ces produits, il y a une certaine demande. Et cette demande, on ne peut pas la faire baisser à travers la politique monétaire. C'est-à-dire, vous augmentez le taux d'intérêt directeur dans l'espoir que ce taux puisse aboutir à une réduction des crédits distribués, pour que ces crédits distribués puissent agir sur la demande, pour que la demande baisse, pour qu'elle puisse agir sur ces prix en les ramenant à la baisse. Alors si on fait cette logique-là, on va trouver que d'abord les taux, les augmentations de taux ne se sont pas répercutées sur les coûts,
Monsieur Louali de Banque Maghreb a donné les chiffres au niveau des crédits à la consommation, Exactement. etc. Deuxièmement, parce que même au niveau du coût, le taux directeur, il n'est pas directeur au Maroc. Il est directeur aux États-Unis parce que les coûts des crédits, par exemple, si on prend le prix des crédits logements, c'est des crédits qui sont à taux fixe, donc les mêmes taux d'intérêt qui vont continuer à exister jusqu'à aujourd'hui, ils ne vont pas se modifier. Et il y a une rigidité à la baisse des crédits, parce que les crédits qui sont contractés pris par les entreprises, ceux de trésorerie, ne vont pas baisser. Il y a un mécanisme de sélection au niveau de crédit, parce que le taux d'intérêt n'est pas le prix ou l'élément déterminant dans les crédits. La banque, il voit la solvabilité, etc., les garanties que vous avez, etc. Je pense que c'est dû également au mode de financement des banques, parce que le banque ne se finance pas uniquement auprès de Banque al-Maghreb, il y a aussi d'autres sources de financement, les dettes subordonnées, les emprunts, les avoirs, les dépôts des clients. Donc automatiquement, on ne ressent pas cette... Apparemment, le financement auprès de Banque al-Maghreb ne constitue que 10% des ressources bancaires. Il y a les dépôts à vue, il y a les dépôts à terme, il y a les autres, exactement, et puis les fonds propres, etc. Donc tous ces éléments, et la circulation fiduciaire, bon, elle agit sur les dépôts à vue, donc tous ces éléments agissent sur le coût. Maintenant, au niveau de la distribution des crédits, les crédits, donc, dans leur volume, dans leur globalité, constituent finalement un phénomène minoritaire, en dépit de leur encours au niveau du Maroc, parce que l'accès au crédit est quelque chose de sélectif au Maroc. Ça dépend de votre niveau de revenus, etc. etc. Donc il y a déjà cet élément-là. Maintenant, quand vous prenez ces éléments, le taux, le niveau du taux qui n'est pas assez important, c'est-à-dire son impact sur les crédits distribués, le taux que représentent ces crédits, globalement la variation par rapport à la demande globale, et puis cette demande, c'est-à-dire par segment de produits, donc est-ce qu'elle sera influencée par ces crédits ou pas? Moi, quand je fais l'analyse, j'ai trouvé qu'il n'y aura aucun impact. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, les automobilistes vont acheter moins d'essence de gasoil suite à... C'est-à-dire, même s'ils achètent, est-ce que les prix vont baisser? Est-ce que les prix des légumes vont baisser? Donc, peut-être que ça va agir sur d'autres prix, mais ça ne va pas agir d'une manière assez importante pour, changer le taux d'inflation. Le taux d'inflation, c'est-à-dire la décision de Banque al-Maghreb, moi je la prends comme une mesure d'ajustement technique. Parce que la politique monétaire menée par Banque al-Maghreb, par la Banque centrale marocaine, à l'instar de la majorité des pays du monde, c'est ce qu'on appelle un modèle de marché financier. C'est-à-dire qu'on essaie de promouvoir l'épargne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de garder un taux neutre pour que l'épargne puisse financer l'investissement. C'est-à-dire que l'État ne va pas financer l'investissement avec de la monnaie pour ne pas faire les erreurs des années 70 et 80. Donc on essaie de faire en sorte que le taux d'intérêt puisse refléter c'est-à-dire le niveau de disponibilité de l'épargne, et à travers cela, on encourage l'épargne. Et donc maintenant, avec le taux d'inflation... L'épargne ne fait que diminuer ces dernières années et n'arrive pas justement à financer l'investissement. Il y a l'effet revenu, l'activité économique, mais il y a le taux d'intérêt qui ne doivent pas être négatifs. Et avec des taux d'inflation importants, les taux d'intérêt sont devenus négatifs. Donc il faut que la Banque centrale augmente les taux pour au moins réduire c'est-à-dire l'ampleur de cette baisse des taux d'intérêt, pour les garder un peu, les augmenter un peu pour que l'épargne reste encourageante, sachant que l'épargne, il y a les institutionnels, les sociétés d'assurance, etc. Donc il y a d'autres équilibres qu'il faut prendre en considération. D'accord. Donc on va passer au deuxième levier, M. Bako, à savoir la politique budgétaire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la politique monétaire et la politique budgétaire, est-ce qu'elles vont dans le même sens? Est-ce qu'elles sont convergentes, comme stipulé dans le nouveau modèle de développement économique? Ou plutôt, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'une politique budgétaire entreprenante, expansionniste, étant donné qu'on parle d'une hausse de 13% des dépenses d'investissement de l'État au cours de 2023 et qu'il y aura encore une hausse de 24% en 2024, et on parle d'un budget d'investissement de l'ordre de 334 milliards de dirhams.
Moi, sincèrement, la politique budgétaire, c'est-à-dire ma lecture de la loi de finances, et en toute sincérité, la politique budgétaire menée actuellement par le Maroc, c'est une bonne politique. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une conjoncture difficile où l'État a atteint le seuil de soutenabilité de la dette et où, naturellement, normalement, la politique budgétaire doit aller vers le sens ou dans le sens d'une politique d'ajustement, c'est-à-dire qu'elle doit, et quand on veut aller vers une politique d'austérité, souvent d'abord on coupe sur le budget d'investissement. Donc on ne l'a pas fait, au contraire on augmente le budget d'investissement à travers à la fois les dépenses d'investissement, mais celles des entreprises publiques ou les dépenses qu'on met hors budget dans les fonds, etc. Ce qui est quelque chose d'extrêmement positif, c'est-à-dire que la politique budgétaire n'est plus une politique conjoncturelle, mais une politique procyclique, c'est-à-dire qui s'installe dans la durée pour essayer de maintenir un rythme d'activité économique, etc., extrêmement, c'est-à-dire soutenable, c'est-à-dire d'une manière continuelle, etc. Deuxièmement, c'est une politique également qui met en place des réformes. Parce que souvent, dans des conjonctures difficiles, il y a on lève le pied sur les réformes et on essaie juste de combler le déficit, etc., retarder les réformes. Alors que cette année, on a entamé le chantier de la décompensation, ce qui est quelque chose d'extrêmement, à mon avis, courageuse d'abord, de prendre cette mesure, d'entamer la décompensation dans cette conjoncture, dans la conjoncture actuelle, c'est-à-dire de sécheresse, c'est-à-dire de tensions politiques, etc. Moi, je salue cette décision parce que c'est une décision courageuse et saine et c'est une décision sur le plan économique qui doit être prise au Maroc pour sauvegarder ses équilibres extérieurs et pour assainir le budget de l'État et donc pour globalement améliorer les équilibres. Donc si on prend le fait qu'on fait des réformes et qu'on maintient le rythme d'investissement et en plus qu'on maintient les réformes c'est-à-dire de mise en œuvre de la politique fiscale, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle la réforme, etc. Justement, donc, la réforme fiscale, c'est vrai, on l'a commencé en 2023, mais le problème de la réforme fiscale, c'est qu'elle n'arrive pas à intégrer l'informel dans le formel. Oui, il y a toujours ce problème. L'informel ne cesse, au contraire, il ne cesse que s'amplifier. Il y a le patronat qui s'est plaint justement de la concurrence déloyale de l'informel structuré. Oui, moi je considère qu'il faut, c'est-à-dire faire la distinction entre une loi de finances qui reste quand même, c'est-à-dire un outil, quoi qu'ils disent qu'il est politique, etc., mais c'est un instrument technique pour mettre en œuvre un certain nombre de... Mais il y a des éléments extra loi de finances, c'est-à-dire qui dépendent des politiques publiques. Et donc il faut les traiter au niveau des politiques publiques et au niveau des... Il y a des mesures fiscales que nous pouvons instaurer, par exemple la fiscalisation de la fortune. Il y a des niches qui échappent toujours au radar du fisc. Il y a aussi l'optimisation des dépenses fiscales. Il y a des secteurs qui continuent à bénéficier de dépenses fiscales. Oui. On a toujours demandé pourquoi il n'y a pas une étude d'impact des dépenses fiscales justement pour voir l'opportunité de suivre ou de ne pas suivre ces... C'est ça, c'est-à-dire que la politique fiscale, comme d'ailleurs plusieurs politiques, elle reste dans un cercle un peu vicieux c'est-à-dire j'ai l'impression depuis une trentaine d'années qu'on redit les mêmes choses. Et qu'on n'a pas pu, c'est-à-dire bien sûr il y a les assises de la fiscalité, etc., qui bien sûr prônent un certain nombre de mesures, etc., mais le véritable problème, vous avez raison, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation des mesures déjà prises, parce que quand on parle de dépenses fiscales,
mais on est incapable de dire quels étaient les impacts. Parce que c'est facile de dire qu'on a donné de l'argent, on n'a rien reçu, mais il faut tout ça l'accompagner par des études, par des choses concrètes. Mais de toute façon, globalement, comme j'ai dit, globalement, donc il y a des choses concrètes et globalement dans l'architecture globale de la loi de finances. Sur le plan macroéconomique, moi je note, j'ai une appréciation positive si on prend en considération ces éléments, c'est-à-dire le maintien du budget d'investissement, l'intégration des réformes et puis le déficit budgétaire qui reste un peu soutenable, c'est-à-dire on ne s'aventure pas sur des déficits élevés, etc. Parce que c'est un élément important à prendre également en considération, la question du niveau du déficit. Maintenant, toutes ces hypothèses sont construites à partir de certaines prévisions qui, je ne sais pas s'ils vont s'avérer vraies. Le 75 millions de quintaux agricoles aujourd'hui, et même au niveau des prix énergétiques, et je ne sais pas. Donc, de toute façon, mais effectivement, le gouvernement a pris, c'est-à-dire une mesure, il a anticipé en permettant à la ministre des Finances de pouvoir s'endetter, recourir au marché financier sans, c'est-à-dire être obligé il y avait un décret, donc maintenant le gouvernement peut dépasser oui, donc sans revenir au Parlement, avoir l'accord de... Ouais. Donc ça, c'est-à-dire qu'il prévoit que peut-être toutes les prévisions peuvent ne pas, c'est-à-dire tenir, et donc les recettes peuvent être en deçà des prévisions, ce qui fait que le gouvernement aura peut-être, c'est-à-dire sera obligé de recourir au financement, c'est-à-dire à l'international. Justement, la question, quand elle a été posée au gouverneur de la Banque centrale, il n'a pas répondu ni par oui ni par non. Il a dit qu'en fait c'est en fonction des conditions de marché. Donc, oui, il n'a pas confirmé le recours, mais bon, qu'il faut attendre et qu'il faut voir en fait. Mais certainement, on aura recours au marché international. Bien sûr, parce que ce qui s'est passé l'année dernière, au niveau du marché de la dette intérieure, parce que c'est-à-dire les pourvoyeurs de capitaux ont commencé à refuser de prêter à l'État sur des taux lents, etc. C'est-à-dire qu'on a commencé à ressentir une pression sur le marché national des capitaux, parce que c'est normal, l'épargne a baissé globalement au Maroc. Et donc, il y a une pression sur le marché intérieur, et donc certainement l'État aura besoin de recourir au marché international pour pouvoir financer le budget. Je pense certainement à travers et en même temps, bon, la question des avoirs de réserve, il y aura également des échéances de remboursement de la dette extérieure. Donc, pour pouvoir un peu tenir au niveau comment on appelle ça, c'est des avoirs de réserve, peut-être qu'il faut un peu recourir à l'international. Mais ils vont arbitrer, ils vont voir le marché intérieur, les liquidités existantes, et en même temps voir le taux d'intérêt sur le marché international. C'est également un élément à prendre en considération. Et donc par la suite, voir les crédits qui vont tomber, c'est-à-dire les échéances. Et donc entre l'équation des avoirs de réserve, la disponibilité des ressources sur le marché local et les taux sur le marché international, c'est des arbitrages qui sont souvent effectués par la direction du Trésor et le ministère des Finances. Mais globalement, on s'attend à ce qu'il y ait un recours au marché financier international, c'est sûr. Il faut juste saisir la bonne fenêtre de tir. Bien sûr, choisir le moment, c'est-à-dire le bon timing. Oui. Donc une dernière question, c'est par rapport à la politique de change. Quel rôle joue la politique de change dans un contexte aussi contraignant ? Nous savons très bien que nous avons une bande de fluctuation qui varie entre plus ou moins 5%. Et aussi, en parlant de flexibilité du dirham, le passage à la deuxième phase, est-ce qu'il est d'actualité ? Nous savons très bien que Banque al-Maghreb travaille sur ce chantier, mais il ne va pas être opérationnel dans les mois qui suivent. Non, certainement que la décision de passage à une deuxième phase, donc de passage à un flottement,
c'est-à-dire un niveau de flottement assez élevé où on va supprimer les bandes de fluctuation, où les banques auront la possibilité de coter la valeur du dirham par rapport au taux, etc. Et que tout cela sera accompagné par c'est-à-dire un dispositif de ciblage d'inflation par Banque le Maghreb, c'est-à-dire qu'on sera presque, non pas dans un flottement pur, mais un flottement, c'est-à-dire dirigé, mais un flottement, selon la définition du FMI, n'est pas d'actualité. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, le passage au flottement dans le contexte actuel peut engendrer ou générer une baisse du taux de change et que cette baisse du taux de change va déprimer encore les prix et que ces prix ne sont pas acceptables aujourd'hui, c'est-à-dire au vu du taux d'inflation c'est-à-dire existant aujourd'hui, vu c'est-à-dire le mécontentement populaire face à ce niveau d'inflation. Donc prendre une mesure à connotation négative sur le plan social qui sera interprétée comme ou qui pourra avoir un impact sur les prix, c'est ajouter de l'huile au feu. Donc c'est sur le plan du timing politique n'est pas une décision appropriée, donc ce n'est pas le bon timing pour la prendre. D'accord, et on n'a pas besoin d'ajouter de l'huile au feu, et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup aussi Bakou, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Je rappelle Monsieur Bakou, vous êtes économiste et spécialiste de la politique de change. Merci. Je vous en prie Soubha, c'était un plaisir partagé. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.